Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette session. On va parler d'SMO avec du développement C# pour voir comment on va gérer tous les objets de nos bases de données. Donc on va passer sur la traditionnelle slide pour remercier nos sponsors, puisque c'est grâce à eux qu'on peut faire ce genre d'événement. Donc je vais me présenter, je suis Grégory Boge, je suis DBA SQL Server. Donc vous pouvez me suivre sur Twitter, sur mon blog, ou même m'envoyer vos questions par mail. Et je développe aussi une application qui s'appelle Kankourou, qui permet de gérer les bases de données SQL Server. Et cette application utilise en partie SMO pour certaines fonctionnalités. Voilà, je vais laisser la parole à Philippe qui va poursuivre et puis se présenter. Bon, bonjour à tous, merci d'être là. Donc Philippe Gégère, comment on s'était bien amusé l'an dernier dans cette salle avec Grégory quand il nous a présenté son produit Kangourou. Donc on remet ça dans un autre sujet. On va vous parler des SMO. Donc qui je suis, Philippe Gégère. Je suis formateur, consultant, j'ai des certifications, je fais partie du programme aussi PCLR chez Microsoft. Je travaille sur la société Neos SDI, premier partenaire en Europe en nombre de compétences, partenaire Microsoft. Voilà, donc je suis aussi formateur, ça je l'ai dit je crois. Donc vous voyez ici mon blog et mes missions actuellement. Je fais aussi bien des travaux d'accompagnement d'exploitation, d'administration, du développement, j'accompagne les développeurs. Je ne fais pas de développement, c'est pour ça que Grégory est là, parce que lui c'est le spécialiste du développement. Il aime bien les lignes de code, moi ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Et j'ai fait aussi beaucoup de missions de business intelligence. Donc voilà. Donc, comment on va organiser cette session? On va vous faire une présentation des SMO assez courte, très courte, quelques slides. Et ensuite, on va aborder une grosse partie de démonstration. On vous a prévu 5 sessions que Grégory vous déroulera. Et bien sûr, la traditionnelle session de questions-réponses. Alors, SMO, qu'est-ce que c'est? SMO, c'est une bibliothèque. C'est en langage C#, on parlerait d'un jeu, d'une série d'assemblis fournis par Microsoft et qui assure des tâches d'administration. Alors on n'est plus sur des développements d'applications où je stocke des données, etc. Là, on va manipuler les objets, l'ensemble de l'instance, les tables, les colonnes, ce genre de choses. Je vais en créer, je vais en supprimer, etc. Et on va s'intéresser aussi bien au niveau de l'instance qu'au niveau de la base de données. Historiquement, ça existait en SQL Server 2000. C'était un objet com. Ça s'appelait à l'époque SQL DMO. OK. Alors, c'est bien des assemblies.net. Donc, tout développé, on peut le développer avec n'importe quel outil qui fonctionne avec notamment Visual Studio et qui utilise le framework .NET. Alors, comment fonctionne SMO? En fait, SMO, on va le trouver dans pas mal d'endroits. Il est caché. Mais on vous l'utilisez pratiquement, je suis sûr que vous l'utilisez tous les jours sans le savoir. Parce que Management Studio, vous l'utilisez, je suppose. Oui? Alors, Visual Studio, en fait, c'est une coquille, je dirais presque une coquille vide, qui ne fait que de l'affichage. Il n'y a pas d'intelligence dans Management Studio. L'intelligence, c'est dans la couche en dessous, qui est cette couche SMO. À quoi elle sert la couche SMO? En fait, elle propose aux développeurs qui veulent fonctionner avec l'outil SMO l'interface objet. Ce qu'on adore quand on fait du développement, on manipule que des objets. Quand on fait du développement, c'est l'objet, l'objet, objet, à tous les étages. Le problème, c'est qu'SQL Server en dessous, il fonctionne lui qu'avec un langage qui s'appelle le Transact SQL ou du SQL. Et le développeur, il n'a pas envie de passer son temps à écrire la requête Transact SQL qui va bien. Donc l'idée de SMO, c'est de fournir la couche qui assure la transcription, la manipulation des objets fournis comme interface au développeur à SQL via le Transact SQL. Donc on va simplifier le développement. D'ailleurs, SMO, ça veut dire SQL Server Management Object. Alors les avantages des SMO, ça veut dire que vous allez pouvoir travailler dans du langage que les développeurs maîtrisent, qui est le langage .NET, sans forcément connaître le Transact SQL. D'ailleurs, on va manipuler plein de choses où il n'y aura aucune ligne Transact SQL. Les créates, les alters, les drops, tout ça, on ne va pas en faire une.
SMO, ben, il est compatible à partir d'SQL Server 2005 et jusqu'à 2014. Il faut des fois regarder la version de SMO, mais il y a des petites restrictions. Vous savez, Microsoft maintient toujours 2 versions antérieures. Donc la 2014, il y a des chances que beaucoup de fonctionnalités de SQL Server 2005 ne fonctionnent pas correctement. Par contre, les premières versions de Management Studio, celles de 2005, arrivaient à travailler un petit peu sur les instances SQL Server 2000. Et l'intérêt de tout ça, c'est que on va faire du code très rapide sans vraiment se poser de questions grâce à la manipulation des objets. Alors une première démonstration. Alors ça, je vais la faire parce que ça c'est PowerShell, j'adore un peu. Mais quand on va attaquer la partie code, là c'est Grégory, lui, il va s'amuser. Alors, on a parlé de Management Studio, en fait, SMO, on va pouvoir l'utiliser à tous les niveaux. Et un des outils aussi qui utilise SMO, c'est quand vous utilisez PowerShell. Vous avez vu dans Management Studio, vous avez Start PowerShell. On peut lancer PowerShell. Et PowerShell, en fait, est une implémentation de l'assembly SMO. Et je vais vous montrer ce qu'on peut en faire un petit peu pour décrire un petit peu ce qu'on trouve dans SMO, pour une première prise en main, qu'est-ce qu'on va avoir dans SMO. Et rien ne vous interdit effectivement par la suite, ce que va faire Grégory, d'utiliser SMO pour développer des tas d'applications par votre besoin. Kangourou est en état, d'ailleurs, on avait dit tout à l'heure. Alors on y va, je vais vous faire du SMO en PowerShell sans développer la moindre ligne de code. Il y a des gens qui manipulent le PowerShell ici? C'est un peu vrai, je suis d'accord. Bon, la question c'était est-ce que c'est pas contradictoire de faire du PowerShell sans faire de développement? C'est vrai que PowerShell étant le langage... alors, excusez-moi, qui ne connaît pas du tout PowerShell? Tout le monde connaît, au moins vu une fois. Bon, vous allez voir. Alors, il y en a un. Vous allez regarder, vous allez le trouver. Vous avez fait un peu d'Unix, je suppose, non? Vous connaissez les langages de Bash, de Shell, etc. Eh bien, c'est la version de Shell de Microsoft, mais largement améliorée parce que c'est très light. Le système Unix de Shell, vous allez manipuler des lignes de code et du texte. Là, on va manipuler dans un système de lignes de texte des objets. Alors, on y va. Je vais m'y risquer. Non, je crois que je vais y arriver avec une main avec PowerShell. Je vais faire des choses simples. Je t'en remercie. Allez, je suis dans Management Studio et je lance, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'instance Start PowerShell. Là, il faut un peu de temps. Alors, c'est une version de PowerShell un petit peu particulière. Il s'appelle SQL PS. PS, bien sûr, vous avez compris que c'était PowerShell. Donc, SQL Server PowerShell. Donc, c'est l'implémentation pour PowerShell. En fait, on a chargé, en plus de PowerShell, des assemblies dont, ne soyez pas surpris si je vous disais que c'est les assemblies, entre autres, des SMO. Donc, voilà, j'arrive au niveau instance et si je fais un dir, vous permettrez, je ne tape pas la ligne de commande officielle, je prends un alias qui nous simplifie la chose. Vous voyez, donc j'ai un certain nombre d'objets qui sont proposés. Il y en a un qui m'intéresse tout particulièrement, c'est database. Donc je vais faire un cd database. Et voilà, je suis descendu au niveau des bases de données. Et si je fais un dir, qu'est-ce qu'on va trouver? La liste des bases de données. Je vais aller sur une base de données. Ne soyez pas surpris si je vous dis que c'est AdventureWorks. J'ai essayé, mais je crois que ça ne marche pas pour les objets. Alors, AdventureWorks, il y a l'année dedans. Voilà, je suis au niveau de la base de données. Si je fais à nouveau dire pour lister ce qu'on trouve ici, on trouve un certain nombre d'objets. Et celui qui m'intéresse, c'est Tables. Et je suis au niveau des tables. Donc j'étais au niveau de l'instance, je suis descendu dans une base de données bien particulière. Maintenant je suis dans les tables. Et si je fais toujours dire, il se trouve que j'ai la liste de toutes mes tables. Et celle qui m'intéresse, ça peut être store par exemple. Donc je fais un cd sales.stores. Et là je suis au niveau de la table. Et si je fais un dire, il va me lister un certain nombre d'objets. Celui qui m'intéresse là, c'est columns. Ah, j'ai tapé un chiffre à la fin, j'aurais pas dû, voilà. Et si je fais dire, ne soyez pas surpris si je vais lister la liste des colonnes de ma table. Donc je vais pouvoir faire un certain nombre de commandes avec ça. Et je vais remonter. Si je fais cd, je peux remonter. Vous voyez, on a l'impression de travailler un petit peu comme des répertoires. Sauf que, qu'est-ce que je fais? Je parcours la base de données, mon instance.
Et là, je vais vous montrer une chose qui est très intéressante. Je vais prendre mon objet, alors c'est getItem, le raccourci, l'alias c'est CGI, et l'objet qui me concerne c'est le point, donc ce sera la table. Et si je fais GM pour getMember, voilà. Et quand je fais getMember, par rapport à cette table-là, donc à toutes les objets tables, je vais avoir un certain nombre de choses qui vont être associées, les commandes qui vont être associées. Et donc, en fait, en termes de développement, je vais avoir les propriétés et au-dessus, tout au-dessus, pardon, c'est la molette, et au-dessus mes méthodes et même les events. Donc, SMO, pour ceux qui savent ce que c'est que la programmation objet, bah, on a des objets, on y retrouve des choses standards de tout l'environnement framework, des events, des méthodes, donc des fonctions si on veut, et puis des propriétés, etc. Alors je ne vais pas m'appesantir plus longtemps, on est là pour faire du code C#. Je vais laisser la main à Grégory, mais ce qui m'intéressait, c'était que là, j'ai parcouru des objets de SMO en parcourant. Alors je peux l'automatiser avec PowerShell dans un certain nombre de cas. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est peut-être développer des petites applications pour nous dans ce qui peut être utilisé qui peut être utile lorsqu'on veut réutiliser du code. Voilà. Bon, je m'en suis pas trop mal sorti, mon code. Donc, on a vu la prise en main dans PowerShell. Maintenant, on va voir comment on démarre un projet dans Visual Studio avec C#. Donc, parce que, vu qu'on utilise SMO qui n'est pas une assembly par défaut, il va falloir l'importer dans notre projet. Donc, j'ai créé un projet qui est entièrement vide. Je ne sais pas si vous y voyez bien, on avait augmenté la taille de la police exprès. Moi, je suis un peu perturbé de voir ça si grand. Donc là, c'est une application console normale, juste avec une méthode d'entrée. La première chose à faire, ça va être d'importer des DLL pour pouvoir utiliser SMO. Je me les étais notés en anti-sèche. Donc ces DLL-là, on les retrouve dans le répertoire d'installation d'SQL Server. 120, puisque là, c'est du SQL Server 2014. SDK Assembly, donc on a tout un tas de DLL. À minima, il faut importer ces 3 DLL là. Donc on a SMO, SQL Server Connexion Info et Management SDK SFC. Je les ajoute, donc elles apparaissent bien ici. Maintenant, pour pouvoir les utiliser, je vais faire des using. Voilà, donc j'importe ces 2 espaces. Et ensuite, on va se connecter à notre instance SQL. Donc, comme je suis feignant, je vais créer un snippet aussi. Voilà. Donc, pour se connecter à une instance SQL Server, on va créer un objet de type serveur connexion et on va lui passer le nom de l'instance. Alors là, je suis en localhost, c'est pas une instance nommée, donc localhost fonctionne. Je suis en authentification Windows, donc j'ai pas besoin de lui passer l'authentification SQL. Une fois que j'ai mon objet serveur connexion, j'appelle la méthode connect et je suis connecté. Ensuite, je vais instancier un objet serveur qui va représenter mon instance. À partir de là, je suis connecté à mon instance localhost et je peux parcourir n'importe quel objet en C#. Donc on va voir, c'est relativement simple. On va faire un for each. Donc on va parcourir toutes les tables toutes les bases de données de notre instance. Donc for each database, ma base, in, mon instance. Jusqu'ici, ça va. Exactement. Si je me trompe dans la première démo, décidément. Et donc là, pour chaque base de données, je vais juste afficher leur nom.
Donc ma base.name, tout simplement. Je vais exécuter ça. Voilà, je retrouve mes bases de données ainsi que les bases de données système. Voilà. Donc vous voyez, pour démarrer un projet Asamo, c'est relativement simple. On importe les DLL, on fait les using, on se connecte à l'instance et puis après on n'a plus qu'à parcourir les objets. Et à la fin, on n'oublie pas de se déconnecter. On oublie souvent. Moi, je l'avais quand même mis, j'en ai pas parlé, mais je l'avais mis. Donc maintenant qu'on a vu comment se connecter à notre instance, à parcourir des objets, on va aller un petit peu plus loin, on va voir comment traiter certaines opérations de maintenance. Là par exemple, on va voir comment sauvegarder nos bases de données et comment défragmenter les index. J'ai même mis les updates statistiques aussi. Voilà, donc on va passer sur le deuxième projet. Bon, pour l'instant ça va aller, merci. Donc, on va retrouver la même chose que dans le premier projet, la connexion à l'instance SQL. Là, ici, on va retrouver quelques variables qui vont me permettre de faire des sauvegardes, donc de récupérer le répertoire de la sauvegarde avec un fichier horodaté, et puis des seuils pour la réorganisation. Donc, je me connecte, d'ailleurs, je me connecte à ma base de données AdventureWorks. Tout à l'heure, on a vu qu'on faisait un for each database. Là, je veux me connecter à une seule base de données, donc je n'ai pas besoin de faire un for each. Je peux l'instancier comme ça. Donc, ensuite, ma base, on va voir qu'elle va avoir pas mal de propriétés. Pour la sauvegarde, on va utiliser un objet de type backup. Et dans l'objet myBackup, on va lui passer l'objet database et on va lui dire mabase.name, juste pour récupérer le nom de la base. Et ensuite, une fois qu'il sait quelle base il va pouvoir sauvegarder, on va pouvoir lui passer pas mal d'informations, pas mal de propriétés. Par exemple, le type de sauvegarde. Est-ce que c'est une sauvegarde de base de données ou une sauvegarde du journal de transaction? Si c'est une sauvegarde de base de données, est-ce que c'est une full ou est-ce que c'est un diff, donc incrémental ou non? Et puis ici, on a vraiment on a l'IntelliSense qui nous aide pas mal. Hein. Donc, je vais laisser. Donc ça représente une sauvegarde full en fait. On peut gérer la compression. Est-ce qu'on veut de la compression ou pas? J'ai laissé default pour qu'il prenne la configuration de l'instance. Et ensuite, on ajoute un device qui va prendre en paramètre le répertoire de la sauvegarde. C'était la variable tout en haut. Le nom de la base de données, la variable eurodatage pour taguer avec la date, et .back. Et ensuite, mybackup.sqlbackup. Donc ça, c'est une méthode qui va permettre de sauvegarder. Et à partir du moment où on a fait ça, la base sera sauvegardée. Et donc bien sûr, ce genre d'application, on peut les mettre dans le SQL agent ou dans des tâches Windows pour que ça s'exécute régulièrement. Et ensuite, on a vu la sauvegarde. Maintenant, on va voir la défragmentation des index. Donc là, pour chaque table de ma base de données, je vais aller lire chaque index de ma table, donc chaque index de chaque table en fait. Et pour chaque index, je vais aller voir quel est son taux de fragmentation. Puisqu'en fait, ça ne sert à rien de défragmenter l'ensemble de tous les index. Donc, ce que je vais dire, c'est que si un index a une fragmentation supérieure à 30%, on va le reconstruire. S'il est entre 10 et 30, on va le réorganiser. Et puis sinon, on ne fait rien. On va le laisser tel quel. Donc, je récupère ma fragmentation.
je vérifie quand même qu'il me l'a bien récupéré. Et ensuite, je vérifie si la fragmentation est supérieure au seuil. Si elle est supérieure au seuil, je prends mon index. C'est toujours pareil, hein. J'ai un objet et je lui lance une méthode. Là, la méthode en question, c'est rebuild. Si c'est supérieur à 10 et inférieur à 30, alors je réorganise plutôt que... Voilà, c'est toujours pareil. On prend un objet, on lui balance une méthode. Et ensuite, à la fin, pour chaque table, je fais un update statistique. Voilà. Alors bien sûr, quand on fait des updates stats, on peut lui dire si on utilise un jeu de données réduit ou si on fait un full scan. Donc tout ça, on a toutes les options. Hop, on va rester sur un full scan et on se déconnecte. On va l'exécuter. Le temps que ça s'exécute. On va aller vérifier. Donc là, c'est la sauvegarde à 14h26, oui, c'est bien ça. Il m'a bien fait une sauvegarde full de la base. Et là, maintenant, il est en train de réorganiser tous les index et recalculer les statistiques. Voilà. Et ça, bah, bien sûr, on peut le faire en TSQL, mais là, on le fait de manière avec du code objet. Donc, il n'y a pas besoin de bien maîtriser le TSQL pour faire ça. Et puis, c'est lui qui se charge de tout pour générer le TSQL. Donc, voilà. Bon, je vais l'arrêter. C'est quand même un paquet de tables. Alors, ce qui est très puissant pour moi dans SMO, en fait, c'est sa capacité à générer le DDL des objets. C'est-à-dire qu'on va récupérer un objet comme on a vu tout à l'heure. Par exemple, on va récupérer une table, on va lui passer une méthode script, et il va nous générer le create table qui va avec toutes les colonnes, toutes les instructions qui vont bien. Et ça fonctionne pour quasiment tous les objets SMO. Donc si on veut transférer des objets d'une base à une autre, on peut générer un script très facilement comme ça. On va voir comment ça fonctionne. Alors, on retrouve toujours le même bout de code pour se connecter à l'instance. Je ne vais pas le présenter à chaque démo. Je sélectionne ma base de données AdventureWorks 2014. Et là, je vais faire quelque chose de tout simple. Je vais prendre chacune de mes tables. Et pour chaque table, je vais appeler la méthode script et je vais récupérer le create table qui va avec. Et ensuite, je vais l'afficher dans la console. Je vais le mettre sur pause. Voilà, donc là, vous voyez, on récupère tous les create tables, tout simplement. Mais ce qui est plus fort, c'est qu'on a plein d'options de scripting, parce que ça, c'est l'option par défaut. Si je regarde la méthode script, la méthode par défaut n'a pas de paramètre, mais elle a une surcharge qui peut prendre un paramètre scripting option. Je ne sais pas si vous utilisez l'assistant de création de script dans SSMS. Quand on clique sur Avancer, on peut sélectionner est-ce que je veux mettre les tester si l'objet existe, ce genre de choses. C'est exactement ça en fait. Sauf qu'on peut le faire par code. Voilà, au lieu d'appeler vide, je passe l'objet scripting option. Ça, je vais le commenter.
Donc là, dans cet exemple, je crée un objet scripting option et ensuite, je lui mets 2 paramètres à true. Je vais lui dire si l'objet... En fait, je vais lui demander de rajouter des instructions TSQL. Si l'objet... il va faire des tests, savoir si l'objet existe ou pas avant de faire le create table pour qu'on puisse le rejouer. Et tout à l'heure, on a vu qu'il générait uniquement le create table. Mais là, je vais lui demander de générer le create table plus les index de la table. Hop, je vais le mettre sur pause. Alors, je vais essayer de trouver un index dans tout ça. Enfin, déjà, ce qu'on voit, c'est que tout à l'heure, il mettait uniquement le create table. Maintenant, on a une ligne if not exist. Voilà, c'était l'option en plus. Et donc, normalement, ah ben voilà, par exemple, je lui ai demandé de créer aussi les index et du coup, il a généré le transact SQL qui va avec. Donc, toujours pareil, si l'objet n'existe pas, je crée l'index. Et alors, des options de scripting, il y en a énormément. Il y en a vraiment beaucoup. On ne va pas les détailler tous aujourd'hui. Mais par exemple, si on va sur TechNet, dans l'objet scripting option, on va voir toutes les propriétés. Alors vous allez voir, il y en a vraiment un paquet. Savoir si on veut la collation ou pas, savoir si on veut préciser le file group. Voilà. Il y a vraiment pas mal de choses, tout est documenté, donc il ne faut pas hésiter à aller fouiller. Voilà pour les scripting. Oui, alors oui. À travers SMO, effectivement, on peut afficher les dépendances telles qu'on les voit dans SSMS. Par contre, comme le dit le monsieur, c'est comme les dépendances dans SSMS, c'est que c'est long à récupérer. Et, voilà. Il y a peut-être d'autres outils pour faire ça. Effectivement, il faut gérer le timeout dans la connexion parce que sur certains objets, ça peut durer énormément de temps. Ouais. Ah, dans le scripting, pardon. Je pensais que tu parlais des dépendances comme on les affiche dans SSMS. Alors, je sais qu'il peut générer toutes les clés étrangères, par exemple. Après, est-ce qu'il respecte l'ordre ou pas? Je ne sais pas. Je sais pas. Je pense pas. Quand on utilise l'assistant dans SSMS, il ne respecte pas l'ordre. Donc je pense que c'est exactement la même chose. Je crois, il faut vérifier que quand on génère ce genre de script, les contraintes d'intégrité, donc les foreign keys, sont déclarées à la fin, tout au bout. Ce qui veut dire qu'on a déjà déclaré tous les objets, on n'a plus qu'à remettre les contraintes d'intégrité. C'est à vérifier. On vérifiera ensemble un petit peu plus tard dans l'après-midi, si tu veux. C'est une proposition honnête, purement professionnelle. Donc maintenant, on va parler un petit peu des performances, parce que bon, apparemment certains connaissaient SQLDAMO qui était fourni avec SQL Server. SQLDAMO, quand il instanciait un objet, par exemple une table, il allait récupérer dans les tables système toutes les informations de la table. Le nom, le schéma, est-ce que c'est une table système ou pas, toutes les propriétés, il y en a un paquet. Et parfois, on récupérait toutes les propriétés, mais uniquement pour afficher le nom de la table ou le nombre de colonnes. Ça avait peu d'intérêt. SMO, il fonctionne à l'inverse.
SMO, par exemple, quand je crée un objet table, il va me récupérer uniquement le nom. Donc, si on veut afficher uniquement le nom, ça va être très rapide. Par contre, si je veux dire, je veux afficher les tables et la collation de chaque table, on va voir dans la démonstration ce qu'il fait et comment contourner. Voilà, donc là c'est vraiment très simple. Toujours pareil. Pour chaque base dans mon instance, je vais afficher le nom de la base et le nom de la collation. On va voir dans le profiler ce qu'il fait exactement. Donc je vais lancer une session de profiler et je vais exécuter ça. Voilà, donc il m'a bien affiché mes bases de données et mes collations qui vont avec. Et seulement dans le profiler, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il a fait une première requête pour me récupérer le nom de la base de données. Et ensuite, pour chaque base de données, il est allé récupérer la collation. Donc en termes de performance, c'est vraiment pas terrible. Voilà. Mais Microsoft a implémenté une méthode qui permet de gérer ça, qui va nous permettre de dire, quand je crée un objet de type base de données, un type database, je veux instancier le nom, mais aussi la collation, par exemple. Il faut que je sorte de l'exécution. Ça se déclare comme ceci, en fait. Je vais récupérer mon instance, utiliser la méthode setDefaultInitFields, et je lui dis que pour chaque base de données qui va me récupérer comme objet, il va récupérer en plus la collation. Donc je vais relancer une trace et on va voir maintenant la différence. Voilà. Je ne sais pas si vous y voyez de loin parce que finalement c'est écrit assez petit. Mais là on voit bien qu'il y a une seule requête pour aller récupérer le nom de la base et le nom de la collation en une seule requête plutôt que de faire une requête par base de données. Donc cette méthode-là, elle n'est pas souvent utilisée et ça peut donner des résultats catastrophiques en termes de performance. Je pense que certains ont dû déjà essayer. Voilà. Avec le setDefaultInitFields, on passe outre ce genre de problème. Alors, on a certaines propriétés, et notamment les méthodes qui ne peuvent pas être mises, qui ne peuvent pas être récupérées en une seule requête. Par exemple, tout à l'heure, je vous expliquais comment on pouvait scripter. Quand on va récupérer une base de données ou une table, on ne va pas pouvoir lui dire à l'instanciation de l'objet, tu vas me ramener le script déjà tout fait. Ça ne fonctionne pas. Mais pour tous les attributs d'un objet, normalement, on peut le faire. Effectivement, alors effectivement, ici on peut en préciser plus d'un. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a, Philippe, comme objet comme propriété d'une database? Ouais. Hop, le owner. Effectivement, ça se déclare comme ça. Alors par contre, il suffit pas juste de compiler, il faut exécuter. Parce que si je fais ça, ça va très bien compiler, par contre à l'exécution, ça va planter. Owner, il va nous dire non, ça n'existe pas, j'instancie pas un objet qui a voilà, propriété inconnue. Quand on touche à ce genre de choses, il faut le tester à chaque fois parce que pour éviter de se planter.
j'ai déjà vécu. Voilà. Là, normalement, Owner... D'ailleurs, on peut refaire le test. Je vais afficher le Owner. On va voir s'il va me récupérer, s'il va me générer une requête par base de données ou une seule en tout. Et donc là, il a bien une requête pour récupérer le nom, une requête pour récupérer la collation, même si on s'en sert pas. On lui a dit de l'instancier avec la collation, donc il la ramène tout de même. Et on va récupérer le Owner. Pourquoi là, pardon? Le DBName, à quel endroit? Oui, exactement. Parce qu'en fait, il a... Ouais. Non, mais il parle de cette ligne-ci et de cette ligne, en fait. Il y a deux fois le... C'est l'objet SMO qui gère ça comme ça, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y en a un qui doit lui servir d'ID et un autre qui lui renvoie la bonne propriété. Il faudra demander à monsieur Microsoft la prochaine fois qu'on le croisera. Je ne sais pas du tout, on pourrait chercher, mais... Ça va accroître un petit peu le trafic réseau. Mais après, quand on est sur SMO, on ne va pas traiter des gros volumes de données, puisqu'en fait, on va traiter principalement les données qui sont dans les tables système. Donc j'espère que les tables système ne font pas des terras et des terras. Je ne sais pas d'ailleurs même si c'est possible. Donc pour les performances, c'est bon? On va passer à un autre objet. Parce que là, c'est bien beau. On a dit on pouvait gérer tous nos objets de base de données. Alors, on a vu des cas très simples sur les tables, sur les bases de données, les index. On peut gérer à peu près tous les objets qui sont dans une base SQL Server. Mais pour les cubes, après tout, SSMS se connecte très bien lui aussi sur les cubes Analysis Services. Et en fait, on a une DLL aussi. Alors ça ne s'appelle pas SMO, ça s'appelle AMO, mais le principe est quasiment identique. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir générer du code pour manager des cubes qui va être compatible aussi bien sur des instances multidimensionnelles que des tabulaires. Puisque l'architecture est un petit peu différente, mais en tout cas, il est compatible avec les deux. Donc c'est quasiment le même principe, sauf que bien sûr, on n'importe pas la même DLL. Là, on va importer une DLL qui s'appelle Microsoft.Analysis Services. Donc cette DLL, on peut la télécharger dans le Feature Pack d'SQL Server. Tapez SQL Server 2014 Feature Pack, vous allez pouvoir le télécharger ça. Donc, la connexion est quasiment identique. Elle est quasiment identique, forcément je suis resté sur l'ancien projet. C'est exactement pareil. Voilà. Donc, on importe donc la DLL Microsoft.Analysis Services. Et la connexion, en fait, n'est pas quasiment identique, elle est peut-être même plus simple. Puisqu'en fait, on instancie un serveur et on lui passe une chaîne de connexion. Alors celle-ci, elle est toute simple, hein, je passe juste le data source, mais
On pourrait éventuellement lui passer d'autres propriétés. Je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir pour des cubes. Et donc, dans cet exemple, moi, je vais juste parcourir des objets. Je vais parcourir les bases qui sont sur l'instance. Ensuite, je vais regarder chaque cube disponible dans ces bases. Et pour chaque cube, je vais aller récupérer les mesures. Voilà. Voilà, donc là, sur mon PC, j'ai uniquement une instance tabulaire. Donc, j'ai pas de multidim. Mais ce qu'on peut voir, c'est que sur mon instance tabulaire, j'ai deux bases qui contiennent deux cubes qui s'appellent modèles. Et ces cubes contiennent toutes ces mesures. Voilà. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on retrouve quelques fonctionnalités comme dans SMO, notamment pour scripter. Par exemple, je vais mettre ça en commentaire. Donc je vais toujours faire à peu près la même boucle. Et ce que je vais lui dire, c'est que je vais récupérer le script MDX de mon cube. Voilà. Et ensuite, pour chaque instruction, je vais les afficher. Alors, vu que je ne suis pas un grand développeur SSAS, j'ai fait des mesures très très compliquées. J'ai fait un count-rows et un sum. Voilà. Donc on peut scripter tout un tas de choses. On peut reprocesser un cube. On peut... Qu'est-ce qu'il y a à faire comme administration sur les cubes? On peut les sauvegarder. Voilà. On peut effectivement gérer la sécurité sur... comme on ferait dans SSMS, ajouter un membre, un rôle, ce genre de choses. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui? Alors, tu es au courant des choses? Il connaît beaucoup plus de choses que moi là-dessus. Alors, sur SSRS, en fait, vous avez le web services que vous pouvez attaquer et vous avez la possibilité de tout faire. Est-ce que vous connaissez la ligne de commande sur RS qui s'appelle RSS? Vous l'avez déjà regardé ou pas? C'est ce qui vous donne comme règle de déploiement. Parce qu'on ne peut pas déployer sur un serveur de prod si on n'a pas Visual Studio. Et si vous regardez bien, il vous dit si ça existe, mais c'est un composant, c'est un petit code qui s'appelle RSS, et sur lequel il faut créer un script. Vous développez votre propre scripting sur la façon dont il faut prendre les objets qui seraient sur le disque, par exemple les fichiers RDL, et les mettre sur le serveur. En fait, qu'est-ce que fait RSS? C'est on instancie en fait une partie du web services, et vous obtenez donc un composant dedans, RS, et vous allez développer en fait en Visual Basic la commande pour faire les actions, par exemple, de mettre les RS, les RDL, pardon, les rapports, les sources de données, les datasets, etc. sur le serveur. Vous allez le développer. En fait, moi, quand je suis confronté à ça, je n'utilise pas RS, je développe moi-même dans une petite solution console directement, et j'instancie le web services avec toutes les méthodes, et vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir attaquer le serveur au PowerShell. Si, le PowerShell, si vous pouvez, parce que vous pouvez appeler un web services. Donc oui, vous pouvez aussi le faire en PowerShell. Donc dans le cas je reprends donc sur Reporting Services, en fait, il faut attaquer directement le web services.
Et de mémoire, il y a peut-être même aussi une assembly qui est disponible. Ça à vérifier. Pardon ? Alors justement, SSIS, je voulais savoir qu'est-ce que... D'accord. C'est la partie catalogue des SSIS, je suppose ? Non ? Non, d'accord. Donc l'affirmation, je reprends pour l'enregistrement. En fait, donc il est possible effectivement avec PowerShell de reprendre des fichiers DTSX et de le stocker dans la base de données pour que SSIS puisse les exécuter plus tard. J'ai bien traduit ça ? D'accord. Non, parce que tout à l'heure je pensais à autre chose, c'est quand vous avez parlé de package SSIS, il y a un webcast il n'y a pas longtemps qui présentait comment c'est Easy SSIS, je crois. On vous montre comment est-ce qu'on crée dynamiquement les packages SSIS avec des API. À travers les API, on peut créer... par exemple, vous avez une base de données, vous voulez la répliquer sur une base qui ça peut servir d'entrepôt de données. Par exemple, je prends une base sur un système ou dans un staging, l'intermédiaire, et vous avez 25 tables à le faire. Plutôt que de faire 25 fois, je fais mon data flow, etc., vous pouvez générer le script, créer le DTSX par de simples commandes de ce type-là, qui va sous forme avec les API et du C# pour pouvoir générer automatiquement les 25 composants qui vont bien, les 25 tâches directement dans le DTSX et l'envoyer directement. Ça peut être utile. Et en plus, si vous faites vos propres bibliothèques et vous avez l'habitude, et vous devez faire très souvent ce genre de tâches, vous avez vos bibliothèques, vous appuyez, vous choisissez les 5 tables, les 25 ou les 50 ou les 200 tables, on peut imaginer que ça peut aller très loin, et vous le faites rapidement. Oui. Alors, effectivement, il y a un certain nombre, il y a 2-3 frameworks qui existent, les API natives, Easy API, c'est le terme que je cherchais, et Bimel. Alors, a priori, les spécialistes, moi, je n'ai pas utilisé encore couramment les ensembles, Easy API est plus puissant que Bimel. C'est ce qu'ils ont leur dire. Ouais. En tout cas, je vous renvoie la webcast du mois dernier du Gus qui l'a fait. Alors moi, je veux juste revenir à la question de tout à l'heure. Est-ce que tu peux revenir, Greg, sur parce qu'en fait, j'ai trouvé la réponse sur le projet où il y a le scripting, tu te souviens ? Sur la gestion des dépendances. En fait, la logique, elle est dans le code. On va voir qu'effectivement, on ne gère pas la logique des dépendances correctement dans ce cas-là. Parce que c'est celui-là. En fait, on parcourt chaque table. Et quand on crée le script, on va lui demander de créer la totalité, y compris les foreign keys. Donc vous allez avoir la première table, éventuellement s'il y a une foreign key, mais si la table est beaucoup plus tard, elle le sera. L'idée, ce serait, dans votre cas, c'est de pouvoir scripter tout sauf les foreign keys et de faire une deuxième passe à la fin pour générer les foreign keys. Ouais, alors effectivement. Alors l'autre solution, ce serait de pouvoir avoir un catalogue de toutes les dépendances et de trouver la source de tous et de les scripter dans l'ordre de l'arbre. Ah bah écoutez, c'est simple. Quand vous dites est-ce que c'est le même que, forcément c'est le même, puisque SSMS, c'est ces mots. Donc, en fait, ce qu'on a fait là, c'est qu'on vous a décortiqué ce qu'il y avait dedans, dans ce qui était Management Studio, et on a attaqué la partie SMO. Donc, quand on dit est-ce que c'est la même chose que SMS, oui, forcément, puisque c'est la couche SMO qui est commune. Alors, j'ai laissé la main. Tu reprends la question ? Alors, pour trouver les dépendances, on a un script SQL qui avait été proposé par Frédéric Brouard, qui permet de définir l'ordre de suppression des lignes dans les tables. Par exemple, si tu veux faire un delete dans 3 tables avec des clés étrangères, pour savoir
quelle est la table qui devrait être supprimée en premier. Donc je pense que tu peux t'appuyer sur ce genre de script-là. Brouhaha. Brouhaha, oui. Ouais. Ce qui nous arrive assez souvent, hein, c'est que tu vas faire du POC sur tes développements, tu vas être amené à créer tes vues, tes machins. Alors maintenant, c'est vrai qu'avec quand même les projets de database, c'est quand même vachement plus pratique et vachement mieux. Mais je sais qu'il m'est déjà arrivé de vouloir retrouver aussi pour d'autres raisons qui sont plus en termes d'analyse de dépendance, parce que j'ai un projet qu'on appelle nous data center, même si ça n'a rien à voir avec ce qui est un véritable data center. C'est un truc dans lequel on a mis plein de vues qui reposent sur des tables. Et j'ai tellement de vues qu'à un moment, je veux connaître mes dépendances et je m'en sors pas. Et quand j'utilise le truc qui est dans SSMS, c'est une telle catastrophe que ça m'intéresse pas. Or, j'aimerais pouvoir faire une analyse de dépendance de mes vues pour savoir ensuite où attaquer pour re-rationaliser mon code et parfois aussi pour régler les problèmes de temps de réponse que je peux avoir. Donc, quelle vue je vais peut-être remplacer par une table précalculée ou des choses comme ça. Et en cascade, gagner sur les objets derrière. Mais avoir une vue claire des dépendances de ces objets dans une base SQL Server, c'est parfois... Enfin, moi, j'ai jamais trouvé de script qui me donnait ça clairement. Je l'ai jamais essayé, mais je sais pas si ça marchera. J'ai jamais essayé, c'est une idée. En fait, dans l'ancienne version de Management Studio, je pense que dans le nouvel, il existe toujours, on peut générer le graphique, le graphe des tables. Comment on appelle ça? Des diagrammes. Et lui, il sait gérer les dépendances. Donc, je pense qu'on peut mettre le profiling, la base de données, et générer le graphique pour savoir comment il s'en sort. Tu demandes trop. Mais ça donnerait peut-être une piste. Est-ce que quelqu'un... Je sais qu'il existe les dépendances sont stockées dans la base de données dans une table qui s'appelle SQL Dependency, enfin une vue. Mais je ne sais pas ce qu'elle veut. Je crois qu'elle a été très controversée. J'ai essayé de m'en servir pour faire une vue hiérarchique. Parce que typiquement, c'est... Eh ben, je ne sais plus parler aujourd'hui, récursif, merci. Non, je te confirme que ça ne marche pas bien, hein, les DMV qui sont fournis pour gérer les dépendances. Enfin, en même temps, ce n'est même pas des DMV, ce sont des fonctions. Soit tu demandes ce qui est dépendant, soit tu demandes ce dont je dépends. À utiliser en vue récursive, c'est une vraie tannée. Moi, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner correctement. Pourtant, des vues récursives, j'en ai écrit quelques-unes. Ça m'amuse, même si c'est pas performant. D'autres questions? Juste une chose, on l'a un peu oublié, on l'a passé de côté. Comment est-ce que vous pouvez récupérer ces mots? En fait, il est libre de droit si vous avez un SQL Server quelque part. Vous allez effectivement, Grégory l'a dit pour AMO, mais vous avez aussi SMO. Vous cherchez dans la page SQL Server 2014 Feature Pack, et dedans vous cherchez le mot Management et il vous dira, il vous donnera le lien pour le télécharger. Donc vous n'êtes pas obligé d'installer Management Studio pour avoir les DLL. Elles existent en standalone. Donc que ce soit AMO ou SMO, vous pouvez les télécharger sans difficulté. Si les SMS sont installés, forcément ils y sont présents, puisqu'ils s'appuient dessus. Voilà. Est-ce qu'en AMO, on peut générer des scripts XMLA? Parce que là, on a vu que ça générait des scripts MDX. Est-ce qu'on peut faire du XMLA? Alors, à mon avis, la question, c'est... bon, de toute façon, elle est enregistrée là. Est-ce qu'on peut générer du XMLA? Pour moi, oui, puisque toutes les modifications structurales de la base de données en fait, du cube, c'est forcément du XMLA. Donc, si vous voulez rajouter un rôle ou etc., il va forcément générer le XML de type analysis, donc le XMLA. Donc, oui, pour moi, oui. Ce qu'il a fait, effectivement, c'est qu'on a interrogé pour récupérer le MDX, mais le MDX ne sera pas exécuté, normalement. On est d'accord? D'accord, c'est confirmé donc. De toute façon, le cube, le seul moyen de pouvoir modifier les éléments dans SSAS, de toute façon, c'est du XMLA pour le modifier. Donc, c'est évident que derrière, ça doit être du XMLA. D'autres questions? Bon, ben, nous avons tenu le délai.
Parfait. Donc nous vous remercions. Ah oui, faut pas oublier l'évaluation, toujours pareil. Donc n'hésitez pas, ça nous permet nous d'avoir des retours pour savoir un peu les axes d'amélioration parce que ça nous manque des fois. Non mais c'est pas une bêtise, ça nous manque réellement.